Cet homme a participé à l'examen de qualification des chasseurs. Ce qui s'ensuivit stupéfia même l'élite mondiale des rangs S. Tout ça parce qu'il a vaincu une étoile montante du monde des chasseurs. En n'utilisant que des techniques de combat au corps à corps basiques. La scène laissa chaque examinateur bouche bée. Même le membre le plus puissant d'une guilde de rang S ne put réprimer son envie de tester personnellement les limites de sa force. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Wukan avait passé 80 longues années à se battre dans un autre monde, en tant que dieu de la lance invaincu. Il avait autrefois terrassé de ses propres mains le roi démon de ce monde, achevant ainsi sa mission. L'épuisement l'a finalement submergé, alors Wukan a adressé une requête à la déesse. Il a demandé que tous ses souvenirs et ses expériences soient préservés et qu'ils soient renvoyés sur Terre. La déesse accepta, mais son corps d'origine sur Terre était déjà mort. Elle a donc placé son âme dans un nouveau réceptacle. L'instant d'après, un faisceau de lumière s'abattit sur Wukan. Ce nouveau réceptacle s'avéra être un corps au seuil de la mort. Malgré cela, la déesse était persuadée qu'il pourrait y vivre une toute nouvelle vie. Quand Wukan rouvrit les yeux, il était de retour sur Terre. Cet autre monde maudit l'avait fait endurer des souffrances sans fin. Désormais de retour sur Terre. Son nouveau corps n'était que celui d'un adolescent. Il ouvrit le robinet de la cuisine et vit de l'eau propre. Non contaminée, s'en écoulait. D'une simple pression, le feu apparut. Ça, c'était de la vraie magie. Les mages de cet autre monde pouvaient tous aller en enfer. Plus important encore, ce monde avait toujours son plat préféré. Des escalopes de poulet pané. La texture authentique lui mit les larmes aux yeux. Voilà le goût que la nourriture était censée avoir. En 80 ans de combat ininterrompu. Il n'avait jamais mangé un vrai repas. Enfin, il allait pouvoir vivre comme une personne ordinaire dans ce monde. Ce qu'il ne remarqua pas, c'est la faible lueur rouge qui grandissait à l'extérieur de la fenêtre. Il entra dans la salle de bain et prit une longue et agréable douche, même si il se sentait encore complètement en décalage avec ce monde, il était convaincu qu'une vie meilleure était enfin à sa portée. Puis, sans crier gare, un visage grotesque apparut à sa fenêtre. Il sursauta violemment. Comment une chose pareille pouvait-elle exister sur Terre? Quelques instants plus tard, une annonce retentit derrière lui, diffusant un message d'urgence. Une faille de corrosion était apparue dans le complexe résidentiel. Ordre à tous les résidents d'évacuer immédiatement vers l'abri souterrain. Wukan n'avait aucune idée de ce qu'était une faille de corrosion, ni de ce qui se passait réellement. La vision suivante le laissa complètement sous le choc. Plusieurs monstres humanoïdes étaient agglutinés sur la vitre de sa fenêtre. Leurs griffes acérées étaient sur le point de la transpercer. Au moment où il s'apprêtait à faire irruption, Wukan fit volte-face et déguerpit. Désormais, c'était clair. Cette terre n'était plus celle dont il se souvenait. Et il avait besoin de réponses, et vite. Ces créatures humanoïdes ressemblaient étrangement aux monstres qu'il avait affrontés dans un autre monde. Wukan se glissa rapidement près du rebord de la fenêtre, se dérobant à leur regard. Une fois qu'ils furent partis, il sortit par la fenêtre sans la moindre hésitation. Il se dit que le plus prudent était de suivre les instructions de la diffusion et de se diriger vers l'abri. C'est alors qu'il remarqua un enfant qui se tenait plus loin. Il était sur le point d'emmener le gamin avec lui. Quand il réalisa que le garçon avait en fait l'intention de rebrousser chemin droit vers les monstres. Le visage de l'enfant était encore jeune, mais son regard était inébranlable. Il parlait même d'éliminer les monstres et demanda à Wukan s'il voulait se joindre à lui. Wukan ne put s'empêcher d'être déconcerté. Les enfants d'aujourd'hui étaient-ils vraiment aussi intrépides? C'est de l'enfant qu'Wukan apprit que la Terre était comme ça depuis 13 longues années. Les failles de corrosion étaient les portails par lesquels les monstres apparaissaient. Et personne ne savait comment elles se formaient, ni quand et où elles apparaîtraient. Cette révélation frustra Wukan. Après toutes les épreuves qu'il avait endurées pour revenir sur Terre, celle-ci était devenue un véritable enfer. Quoi qu'il en soit, il demanda nonchalamment à l'enfant. Qui était le plus puissant chasseur sur Terre à l'heure actuelle? Sans la moindre hésitation. L'enfant répondit par le nom de Lee Seung-yoon. Lee Seung-yoon appartenait à la guilde Ganabi, l'une des 10 meilleures guildes sur Terre.
Elle maniait un énorme espadon et s'occupait en ce moment d'une faille de corrosion. À Chorouin. Même en sachant que de puissants chasseurs existaient. L'idée que des gens ordinaires combattent des monstres paraissait toujours irréelle à Ucan. Soudain, Ucan couvrit la bouche de l'enfant. Il lui fit signe de se taire. Des monstres approchaient droit devant. En y regardant de plus près, il vit 5 monstres. Juste en face d'eux. Mais Ucan n'était pas dupe. Il y en avait 5 en vue. Et un autre de caché. Heureusement, ce nouveau corps semblait également posséder une force. Au-delà de celle d'un humain normal. Suffisante pour s'en occuper. Pourtant, il n'était pas sûr de pouvoir protéger l'enfant. Au milieu d'un combat. Mais l'abandonner n'était pas non plus une option. Alors qu'Ucan pesait le pour et le contre, une sensation familière l'envahit. L'air portait les traces d'une faible énergie bleue. C'était du mana. À cet instant. Il en fut certain, c'était exactement comme dans le monde qu'il avait connu autrefois. L'instant d'après, l'un des monstres s'enflamma. L'attaque avait été lancée par Ucan lui-même. Bien que le mana qu'il avait accumulé pendant 80 ans ait disparu depuis longtemps, tant qu'il y avait du mana dans l'air. Il pouvait le rassembler à nouveau. Cela signifiait qu'il pouvait toujours manier le pouvoir gravé dans son âme. La flamme du paradoxe. La puissance de feu était quelque peu décevante, mais pour s'occuper de ces quelques monstres, ce serait plus que suffisant. L'enfant le dévisagea, émerveillé. Je n'aurais jamais cru que tu avais un pouvoir aussi particulier. Sur ce, le garçon s'est même préparé à foncer pour en finir lui-même avec les monstres. Uking était sans voix. Les monstres n'avaient même pas encore fixé leur cible, alors pourquoi foncer comme ça? Comme Uking l'avait prédit, le jeune garçon devint aussitôt leur cible. Pris pour cible par les monstres. La terreur se lisait sur le visage du garçon. Heureusement, Uken a attrapé le bras du garçon à temps et lui a fait signe de lui passer le bâton. Allongé par terre, il avait besoin de l'arme du gamin. L'instant d'après, 3 monstres foncèrent droit sur Uken. Dès que l'arme fut dans sa main, le regard de Uken changea du tout au tout. Aussitôt, il fit tournoyer le bâton, qui fendit l'air dans un sifflement aigu. D'un seul coup, les 3 monstres furent proprement tranchés en 2 au niveau de la taille. Uken retrouva la sensation familière de l'époque où il était le dieu de la lance. Le garçon resta bouche bée devant une telle scène. Pour lui, il était évident que Uken n'était pas n'importe qui. Ça devait être un hunter qui cachait sa véritable identité. Mais au fond de lui, Uken bouillait de rage. La vie paisible qu'il avait eu tant de mal à retrouver était déjà réduite à néant. Avec une expression agacée, Uken conduisit le garçon dans l'abri souterrain. La mère du garçon reconnut son enfant d'un coup d'œil. Elle n'arrêtait pas de remercier Uken. En disant que c'était sûrement lui qui avait sauvé son fils. En voyant les vêtements bien coupés de la femme. Des vêtements de luxe, Uken se figea un instant. Alors comme ça, le garçon venait d'une famille riche. Pas étonnant qu'il se soit montré si arrogant. À ce moment-là, tout le bâtiment se mit à trembler violemment. En un bref instant, un monstre défonça l'entrée. Et fit irruption à l'intérieur. Tout le monde s'enfuit, pris de panique. Pourtant, Uken ne bougea pas d'un pouce. Le garçon se retourna et lui hurla de s'enfuir. Il lui cria que même lui n'avait aucune chance contre ce monstre, mais Uken restait immobile. Il pensait être revenu dans un monde qu'il connaissait, mais c'était évident maintenant. Cet endroit n'était pas différent de l'autre monde. Il demanda alors au garçon à côté de lui pourquoi. Alors que sa famille était si riche, il voulait quand même devenir un hunter. Plutôt que de se cacher en lieu sûr et de vivre une vie tranquille. Le garçon répondit que son père avait été tué. À l'époque, sa famille se cachait aussi dans un abri. Pourtant, son père avait quand même été massacré par les monstres. À partir de ce moment, le garçon comprit qu'il n'y avait aucun endroit vraiment sûr sur Terre. C'est pourquoi il s'est juré de devenir un hunter. Le hunter le plus fort, pour éradiquer toutes les failles de corrosion et sauver le monde. Même si ça pouvait paraître ridicule. Avant qu'il ne puisse finir, Uken l'interrompit. Il esquissa un sourire rempli d'une tranquille assurance. Et lui dit qu'il deviendrait un grand hunter un jour. Mais que malheureusement, il ne pourrait jamais sauver ce monde.
À ces mots de Hukan, la mère du garçon le tira désespérément, le suppliant de s'enfuir. À cet instant précis, une explosion tonitruante éclata derrière eux. Quand le garçon se retourna, il découvrit avec stupeur que le monstre que tout le monde craignait était déjà mort, tué par Hukan d'une seule main. La raison pour laquelle Hukan avait dit que le garçon ne pouvait pas sauver le monde était simple, parce que ce boulot était le sien. Et il se trouve qu'il avait une grande expérience en la matière. Après s'être occupé du monstre, Hukan rentra chez lui pour rassembler des informations de base sur ce monde. Il découvrit également que le solde de son compte n'était plus que de 3001. L'ancien propriétaire de ce corps avait été employé dans une entreprise de logistique, mais la société avait fait faillite à cause des failles de corrosion, le laissant au chômage. Alors que Hukan se demandait comment gagner de l'argent et survivre, il remarqua une annonce de recrutement pour chasseurs sur son téléphone. Le jour suivant arriva rapidement. À l'intérieur du bâtiment de l'association des chasseurs, une grande cérémonie de sélection était sur le point de commencer. L'événement attira de nombreux recruteurs de chasseurs, tous espérant recruter des nouveaux venus prometteurs pour leur guilde. Cependant, un recruteur était d'avis que cette promotion de chasseurs n'avait personne qui sorte vraiment du lot. Rien qu'une bande de figurants. Pourtant, cette sélection attira également l'attention de l'une des 10 meilleures chasseuses du monde, Lee Se-yoon. Presque tout le monde dans l'arène la regardait avec admiration. C'était quelqu'un qu'on ne voyait d'habitude qu'aux informations. Mais là, elle était là en personne. Tout le monde pensait que Lee Se-yoon était venue pour Han Seong-ga, la meilleure diplômée de l'Académie des chasseurs, qui avait éveillé le pouvoir de contrôler l'électricité. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Lee Se-yoon ne prenait pas du tout Seong-ga au sérieux. Au mieux, elle la considérait comme une batterie externe ambulante. Un collègue à ses côtés fit remarquer que les capacités de Han Seong-ga pourraient tout de même être utiles dans certaines situations. À ce moment-là, un homme à côté d'eux ajusta ses lunettes de soleil et déclara calmement que de nombreux prodiges de l'Académie s'effondraient au moment de faire face à un véritable combat. Lee Se-yoon parut apprécier cette réponse. Elle lança nonchalamment un bonbon au collègue en guise de louange. Après tout, l'entraînement et le combat réel étaient deux choses complètement différentes. Pour des étudiants qui n'avaient connu que des exercices supervisés, l'adaptation au combat réel prenait du temps. Et Han Seong-ga ne faisait pas exception. Bientôt, le match en contrebas allait commencer. Lee Se-yoon observait avec intérêt, espérant découvrir un talent prometteur. Allez les nouveaux, montrez-moi une force digne de ce nom. Le présentateur eut l'air surpris en consultant le profil du concurrent. Un simple civil? Quelqu'un qui n'a même pas fait l'Académie des chasseurs. Pendant ce temps, Hukan fermait la fermeture éclair de sa combinaison de combat. Sa main agrippait fermement l'arme fournie par l'association. Le présentateur continua de se moquer du concurrent, se demandant quel courage il lui avait fallu pour monter sur cette scène. Et maintenant, il entre dans l'arène. Le participant, Hukan, qui pour être honnête, n'était toujours pas habitué à ce nouveau nom. Les règles étaient simples. Seules les armes fournies par l'association étaient autorisées et les coups mortels étaient interdits. Ce que Hukan voulait vraiment, c'était utiliser cet examen de chasseur comme un tremplin pour obtenir une plus grande autorité. Face à lui, un jeune homme blond affichait un air arrogant. De toute évidence, il ne prenait pas Hukan au sérieux. Alors que l'arbitre levait la main, le premier match commença officiellement. Dès le début, le jeune blond chargea, excité à l'idée de combattre quelqu'un. Point qui ne pouvait même pas accumuler de mana. Pourtant, l'expression de Hukan resta complètement impassible. Pour lui, son adversaire n'était qu'une succession de failles. L'instant d'après, Hukan planta son arme directement dans le sol. Puis, à la grande surprise du jeune homme, Hukan disparut. La confusion traversa l'esprit du jeune blond. Est-ce un chasseur de type rapide? Le temps qu'il comprenne ce qui se passait. Hukan était déjà derrière lui. Ta technique est brouillonne, dit-il. Je n'ai même pas besoin d'une arme pour m'occuper de toi. La seconde suivante, Hukan lui asséna un coup de poing dans l'abdomen. Le jeune blond faillit vomir tout ce qu'il avait mangé la veille. Juste au moment où son adversaire était sur le point de s'effondrer. Hukan s'interposa et le força à se redresser.
Un uppercut brutal s'ensuivit. Point lui fracassant la mâchoire. Le jeune blond, si arrogant quelques instants plus tôt, était maintenant à peine conscient. Ukan lui-même fut pris au dépourvu. Il savait que le type ne faisait pas le poids, mais il était bien trop fragile. Il avait choisi de se battre à main nue précisément parce qu'une lance. Point aurait pu le blesser trop gravement. Après une courte réflexion, Ukan se détendit. Le gamin n'était probablement qu'un débutant. Ce n'était clairement pas le niveau moyen d'un chasseur. Mais cette scène laissa Lee Se-Hwa-Yoon pétrifié. Qui est ce type, au juste? Elle afficha immédiatement le profil de Ukan. Employé dans une société de logistique. Un collègue marmonna que le jeune homme n'avait presque aucune réserve de mana. Une telle puissance devrait nécessiter des années d'entraînement. Sinon, ce ne pouvait être que de la chance. Pour toute réponse, il reçut la ferme, glaciale de la part de Lee Se-Hwa-Yoon et un bonbon lancé dans sa direction. À ses yeux, il était bien plus probable que Ukan. Point refusait délibérément d'accumuler du mana. Sur le sol de l'arène, Ukan fit craquer son cou. Il se sentait encore un peu raide. Mais s'il voulait prouver sa force. Point le combat devait se terminer de manière décisive. L'instant d'après. Point il se tenait déjà à côté du jeune blond. Son poing se leva tandis qu'il disait calmement, « Ne t'inquiète pas, ce coup ne sera pas mortel. » À ce moment-là, le jeune blond était mort de peur, suppliant Ukan sans arrêt. Avec un bruit sourd, Ukan l'assomma d'un seul coup de poing modèle. La scène déclencha une discussion animée parmi les recruteurs de chasseurs dans les gradins. Alors que les autres débattaient de sa force. Lee Se-Yoon prit sa décision, elle allait tester Ukan elle-même. Un de ses compagnons lui demanda où elle allait. Lee Se-Yoon répondit simplement qu'elle allait voir le président de l'association. J'ai quelque chose à lui demander. Pendant ce temps, les combats de Ukan se poursuivaient. Peu importe qui montait sur le ring. Le résultat était le même. Il ne pouvait même pas encaisser 3 coups. Ukan ne pouvait s'empêcher de se demander ce que l'Académie des chasseurs enseignait exactement. Pour produire des combattants aussi faibles. Finalement, après avoir vaincu plusieurs adversaires, quelqu'un de digne de lui apparut. Au moment où elle monta sur scène, des murmures parcoururent la foule. C'était la candidate Han Se-Honga. Et tout le monde était impatient de voir si elle pourrait arrêter la série de victoires du mystérieux prodige. Ukan la regarda nonchalamment. Mais son intérêt fut immédiatement piqué. Elle possédait le mana le plus dense qu'il ait vu de toute la journée. Han Se-Honga parla sans retenue. Tu es arrivé jusqu'ici par pure chance, mais ça s'arrête maintenant. Ukan ricana intérieurement. Est-ce que ces répliques toutes faites faisaient aussi partie du programme de l'Académie des chasseurs? La seconde suivante, Han Se-Honga dégaina lentement sa lame. Une lueur dorée brilla dans ses yeux. Tu n'as probablement aucune capacité spéciale. Mais ça ne veut pas dire que je vais te ménager. Ces mots firent hésiter Ukan. Comment ça, il n'aurait pas de capacité spéciale? Il savait simplement que les utiliser la blesserait gravement. Han Se-Honga prit une profonde inspiration. Elle se mit en position accroupie. Des flots de mana se rassemblant près de sa main. Des éclairs dorés enveloppèrent la lame, faisant trembler légèrement l'arme tout entière. En voyant cela, Ukan sentit une étincelle d'intérêt s'allumer. L'instant d'après, Han Se-Honga fonça. Une lumière vert sarcelle explosa autour d'elle, mais sa frappe dégainée chargée à bloc, qu'elle avait préparée si longtemps, ne parvint pas à le toucher. Ukan avait simplement bondi dans les airs pour l'esquiver. Han Se-Honga était complètement abasourdi. Il l'a esquivé? Il a évité ma frappe dégainée fulgurante. Juste en sautant sur place? Ukan trouva cela fascinant. En électrifiant à la fois le fourreau et la lame. Pour créer du magnétisme. Puis en ajoutant cette force à sa frappe dégainée. Elle avait essentiellement transformé son attaque en une frappe de type canon électrique. Quelques instants plus tard, Ukan atterrit fermement sur le sol. Jusqu'à présent, ta technique est la meilleure que j'ai vue, dit calmement Ukan. Mais tu as oublié le plus important, le timing. Tu es trop obsédé par la vitesse. Le défaut de Han Se-Honga était de devoir poser un rail magnétique dans l'espace.
pour maximiser l'accélération, peu importe sa vitesse ou sa puissance. Une attaque avec une trajectoire aussi évidente ne s'encaisse jamais de front. La frustration envahit l'esprit de Han Sang-ha. Elle se persuada que Hukan avait simplement eu de la chance, et dégaina à nouveau son épée. Elle lança un assaut encore plus féroce. Même sans cette technique, je peux battre quelqu'un comme toi. La réalité l'a déçue une fois de plus, ses attaques étaient esquivées sans le moindre effort. Quel idiote, dit froidement Hukan. Si j'ai pu esquiver ton attaque la plus rapide. Comment est-ce qu'une chose aussi simple pourrait m'atteindre? Ces mots suffirent à enflammer la rage de Han Sang-ha. Aveuglée par la fureur, elle perdit toute capacité de jugement et déchaîna sa plus puissante attaque. Hukan le vit instantanément. Elle compressait de force son mana au-delà de ses propres limites. Si elle continuait, son corps s'effondrerait. En un éclair, Hukan apparut devant elle. Tes efforts étaient réels, mais ce combat s'arrête ici. Hukan ajouta avec un amusement désinvolte, si ça commence à faire mal, lève la main gauche. L'instant d'après, un bruit sourd retentit alors que son poing s'écrasait violemment dans l'abdomen de Han Sang-ha. Et ce, même sans utiliser toute sa force. Le coup lui arracha un haut le cœur. Voyant cela, Hukan enchaîna avec une rafale de coups de poing, frappant son visage sans aucune pitié. Finalement, un lourd coup de poing atterrit en plein sur son visage. Après cet impact, la conscience de Han Sang-ha commença à s'estomper. Dans un bruit sourd, la prodige tant attendue s'effondra. Non pas en tant que vainqueur, mais en tant que vaincu. Cette scène laissa tout le monde sous le choc. Il avait complètement dominé Han Seong-ha. Elle qui était pourtant l'une des meilleures élèves de l'académie. Et parce que Hukan avait l'air si quelconque. Beaucoup supposèrent que Han Seong-ha n'était que du vent. Persuadée qu'elle se reposait trop sur son mana au détriment de l'entraînement physique. À cet instant, Hukan sentit un mouvement derrière lui. Et pensa qu'elle essayait de continuer le combat. Mais quand il se retourna, il la vit lever lentement la main gauche. Son corps tout entier était dans un état second. À peine capable de tenir debout. Hukan trouva cela étrangement amusant. Il lui avait dit nonchalamment de lever la main gauche si elle avait mal, et elle l'avait réellement fait. Vraiment une élève modèle. Pendant ce temps, un membre du personnel se précipita vers l'arbitre. L'homme murmura quelque chose à son oreille. Et l'expression de l'arbitre devint de plus en plus sérieuse. Quelques instants plus tard, l'arbitre annonça « Le programme des matchs a été modifié. Vainqueur, Hukan, veuillez prendre un court repos. » Cette annonce laissa Hukan perplexe. Le match n'était-il pas déjà terminé? Pourquoi lui demandait-on de se préparer à nouveau? Les mots suivants de l'arbitre lui apportèrent la réponse. Prochainement, le vainqueur, Hukan, participera à un match spécial. Contre un chasseur en service actif. Ce match a été personnellement approuvé par le président de l'association. Et toutes les dispositions ont déjà été prises. Tous les regards se sont tournés vers l'écran géant, et lorsque le nom est apparu, la foule a explosé. Hukan plissa les yeux, jugeant son adversaire comme un vétéran aguerri. Un match spécial? S'est-il avancé pour tester ma force? Ce n'était pas la première fois qu'il voyait une chose pareille. Un bruit strident de frottement résonna. L'acier raclait le sol de l'arène. Tu t'appelles Hukan, c'est ça, dit la femme. Je suis Lee Se-yoon. Laisse-moi voir si tu caches encore d'autres capacités. Son regard était calme, mais oppressant. Cette scène est bien trop petite pour toi. Un match contre moi t'intéresserait? Si ça te semble trop difficile, tu peux refuser. Je comprendrai. C'est plutôt soudain. Quand Hukan vit de qui il s'agissait, il eut un sourire amer. C'était Lee Se-yoon, la chasseuse du top 10 dont ce gamin avait parlé. Plus important encore, le sang-froid et la pression qu'elle dégageait n'avaient rien d'une comédie. C'était une vraie chasseuse professionnelle qui avait survécu à d'innombrables combats. Avec son corps actuel, même en maniant une lance, l'affronter directement serait difficile. Et pourtant, pour une raison quelconque. Le coin des lèvres de Hukan se releva. Si vous voulez tester ma force. Alors, venez. L'arbitre à côté d'eux se figea un instant. Vous n'allez pas vous reposer d'abord?
Lee Se-yoon perçut l'incontestable esprit combatif dans le regard de Woo-kan. Elle sourit faiblement. On dirait que tu es comme moi. Woo-kan lui rendit son sourire. L'excitation le traversa. Alors, voyons voir si la plus forte de ce monde. Point est digne de ma reconnaissance. L'instant d'après. Ils se sont déplacés en même temps, et un combat acharné a éclaté. Leur affrontement a laissé tout le public stupéfait. Même l'arbitre était en sueur, ne sachant comment commenter ce à quoi il assistait. Après avoir paré une nouvelle attaque de Lee Se-yoon, Woo-kan n'avait pas l'air plus à l'aise. Il sentait clairement à quel point cette femme était puissante. Une telle force écrasante dans un corps féminin. Elle rivalisait sans aucun doute avec n'importe quel chasseur. L'instant d'après, pour se libérer de son assaut incessant, Woo-kan fit pivoter son poignet, faisant tourner le manche de sa lance dans sa paume. Et repoussa son attaque avec force. Woo-kan avait mis toute sa puissance dans ce coup, forçant Lee Se-yoon à reculer pas à pas. Malgré ça, Lee Se-yoon restait imperturbable. De toute évidence, elle ne faisait que le tester, retenant sa véritable puissance. Comparé au début du combat, la vitesse de Woo-kan avait nettement baissé. Après avoir combattu cette chasseuse de rang S pendant tout ce temps, l'épuisement se lisait enfin sur le visage de Woo-kan. Ce n'est pas que Lee Se-yoon manquait d'ouverture, mais son corps actuel ne pouvait tout simplement pas suivre les instincts de combat forgés au fil d'innombrables batailles à mort. Cependant, Lee Se-yoon était de plus en plus excitée. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas rencontré quelqu'un comme Woo-kan. Même s'il n'était pas au même niveau de puissance, il méritait vraiment d'être appelé « fort ». Elle aurait aimé continuer le combat, mais elle sentait qu'il atteignait ses limites. S'avançant, Lee Se-yoon parla avec une pointe d'approbation dans la voix. « Tu t'es remarquablement bien débrouillé. Je pensais que tu tiendrais 5 minutes, tout au plus. Je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes pendant 30 minutes complètes. » À peine ces mots prononcés, elle fonça en avant. « Puisque tu es déjà fatigué, je vais te faciliter la tâche. Il est temps pour toi de te retirer et de te reposer. » Voyant cela, Woo-kan resserra sa prise sur le manche de sa lance. Il ne restait plus de mana accumulé dans son corps, et le mana ambiant se faisait également rare. Il expira lentement, forçant son esprit à se calmer. C'était une technique qu'il ne voulait pas utiliser. Mais maintenant, il n'avait plus le choix. Son corps se pencha brusquement en arrière alors qu'il se préparait à parer le prochain assaut de Lee Se-yoon. Son regard était rivé sur ses mouvements. Au moindre signe d'ouverture de sa part, il déchaînerait la flamme du paradoxe. Au moment où la flamme du paradoxe jaillit, la surprise traversa le regard de Lee Se-yoon. Mais au lieu de battre en retraite, elle la trancha net. Sa lame s'abattit, fendant l'attaque en deux. Réalisant qu'il ne l'avait pas blessé, Woo-kan recula aussitôt, creusant la distance entre eux. Un sourire satisfait se dessina sur le visage de Lee Se-yoon. Cette dernière attaque aurait dû empêcher Woo-kan d'esquiver. Pourtant, il a quand même réussi à l'éviter, d'une manière ou d'une autre. Et cette aura noire qui t'entoure, continua-t-elle. Qu'est-ce que c'est, au juste? Tu l'as utilisé pour m'attaquer tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais ma lame l'a tranché. Woo-kan répondit calmement, c'est la flamme du paradoxe. C'est mon ultime atout. Dans l'autre monde, c'était la compétence que j'utilisais le plus souvent. Et le pouvoir auquel je me fiais le plus. Cette flamme noire n'est pas comme un feu ordinaire. La raison pour laquelle mes vêtements restent intacts, c'est parce qu'elle ne peut pas brûler la matière physique. À la place, chaque flamme consume des concepts abstraits que je lui donne comme combustible. Avec ma puissance actuelle, je ne peux pas enflammer des concepts au point d'ignition élevé comme l'identité, la mémoire ou la raison. L'instant d'après, Woo-kan s'élança. Sa lance tourbillonna frénétiquement entre ses mains, laissant échapper un rugissement féroce. Pour le moment, la seule chose qu'il pouvait brûler était sa propre fatigue. Ce changement surprit véritablement Lee Se-yoon. Ta vitesse. Elle est plus élevée qu'avant. Est-ce que tu te retenais pendant notre combat? Woo-kan ignora sa remarque. Sa silhouette devint floue, comme s'il s'était téléporté, et il apparut juste devant elle. Sa lance frappa en un seul mouvement.
L'incrédulité emplit le regard de Lee Se-yoon. Tu as retrouvé tes forces en si peu de temps. Comment est-ce seulement possible? À peine avait-elle fini de parler que Lee Se-yoon disparut de l'arène dans un sifflement bref. La seconde suivante, elle réapparut devant Ukan, aussi rapide qu'un battement de cils. Tu manques de vitesse. Les deux armes s'abattirent en même temps. L'acier s'entrechoqua dans un rapide échange sonore alors que le combat s'éternisait. Lee Se-yoon commença à sentir que quelque chose n'allait pas, la densité de mana dans l'air n'arrêtait pas de fluctuer. Pourtant, les formations de l'arène restaient inchangées. Ce qui ne laissait qu'une seule explication possible, tout cela était causé par la flamme du paradoxe de Ukan. Tout comme un feu ordinaire libère de l'énergie en brûlant de la matière. La flamme du paradoxe libère du mana en consommant des concepts abstraits. Ukan utilisait son mana pour allumer la flamme du paradoxe. Et la flamme, à son tour, brûlait sa fatigue pour générer encore plus de mana. Cela formait une boucle auto-entretenue, la fatigue était consumée, convertie en mana. Et ce mana ravivait la flamme, encore et encore. En d'autres termes, Ukan était spécialisé dans les combats d'endurance. Plus le combat durait, plus l'état de son adversaire se dégradait. Tandis que lui maintenait un équilibre constant, à moitié fatigué, et continuait de se battre. À cet instant, Lee Se-yoon apparut soudainement devant Ukan et abattit son épée dans un bruit strident et métallique. Son coup brisa le sol de l'arène, mais ne parvint toujours pas à l'atteindre. Lee Se-yoon releva lentement la tête, son ton était calme mais lourd de pression. As-tu vraiment l'intention de continuer? Ukan sortit du nuage de poussière tourbillonnant. À ce moment-là, il ressemblait à quelqu'un qui s'accrochait désespérément à la jambe d'un autre, refusant de lâcher prise. Il eut un petit rire. J'avais prévu dès le début de transformer ça en guerre d'usure, et maintenant tu me dis d'abandonner. Je peux continuer comme ça indéfiniment, tu le sais, n'est-ce pas? Lança-t-il d'un ton moqueur. Alors, dis-moi. Est-ce que quelqu'un d'aussi éhonté que moi a droit à ton approbation? La fatigue se lut enfin dans les yeux de Lee Se-yoon. Elle avait délibérément contenu sa force pour combattre Ukan à un niveau comparable. Si elle s'était battue sérieusement, le match se serait peut-être terminé en un seul coup. Elle déclara d'une voix égale, « Je doute que quiconque apprécie une personne. Point qui refuse de savoir quand s'arrêter. Quand on brûle un arbre, il ne reste que des cendres. Une cendre déjà consumée ne peut pas brûler à nouveau. C'est la même chose pour la flamme du paradoxe. Elle laisse un résidu. Lorsque tout est réduit en cendres, c'est le moment où la flamme disparaît. Et le moment où ta vie prend fin. » Lee Se-yoon jeta un coup d'œil au chronomètre sur son poignet. 4h17 s'étaient écoulées. Ukan était alors complètement cloué au sol. Elle le regarda de haut et demanda. « Tu as tenu longtemps. Veux-tu encore continuer? » Ukan abandonna sans la moindre hésitation. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. Si ça continue, je vais vraiment mourir. » Avec son abandon, la gagnante du match fut officiellement déclarée. Lee Se-yoon. Lee Se-yoon plongea la main dans son manteau et en sortit une sucette. À l'instant où elle apparut, ses subordonnés se figèrent, sous le choc. Elle lança nonchalamment la sucette en direction de Ukan. Avec elle se trouvait une carte de visite. « C'est ta récompense pour tous tes efforts. » dit-elle. « Ma carte est là aussi. Assure-toi de m'appeler. » Ukan baissa les yeux sur la carte. On pouvait y lire, partenaire de Jean Noabe LLC, chasseuse de tête, Lee Se-yoon. Elle baissa la voix. On parlera des détails plus tard, appelle-moi quand tu te seras reposé. 2h30 plus tard, Ukan croqua et broya sa sucette. Il était abasourdi par l'appareil intelligent qu'il avait en face de lui. À son époque, une preuve d'identité se résumait à des documents manuscrits. Pourtant, ce téléphone gérait l'authentification, le commerce d'équipements d'occasion, la messagerie et les appels, tout en même temps. Ça lui rappelait l'autre monde où il avait vécu. C'était presque comme une communication magique à longue distance. C'est alors qu'un homme gigantesque se posta devant lui. « T'es le chasseur Ukan, pas vrai? Tu es bien plus impressionnant en vrai qu'à la caméra. »
L'homme dépassait clairement les 2 mètres. Après avoir parlé, il tendit une carte de visite à Yukon. On pouvait y lire « Compagnie Taibei Limitée, Isonyeon ». Ce dernier alla droit au but. Il voulait que Yukon rejoigne son équipe. Avec assez d'expérience sous sa direction. Il était convaincu que Yukon pourrait vraiment briller. Yukon leva les yeux vers lui. L'homme ne semblait pas mentir. Pourtant, l'expression de Lee Se-yoon lui revint soudainement à l'esprit. La légère rougeur sur son visage, et son insistance pour qu'il l'appelle. Point après s'être reposé. Yukon rangea la carte de visite d'Isonyeon. Il avait déjà d'autres engagements, il ne pouvait donc pas lui donner de réponse claire pour l'instant. J'ai besoin de temps pour y réfléchir avant de prendre ma décision, dit-il. Au lieu de s'énerver. Isonyeon éclata de rire. Tu pensais vraiment que j'allais te forcer à te décider? Point sur le champ? Je te donnerai tout le temps dont tu as besoin. Yukon avait supposé qu'il était de nature facile. Jusqu'à ce qu'Isonyeon appuie lourdement sa main sur son épaule. Yukon le fixa droit dans les yeux, le regard vif et inflexible. Isonyeon lui dit simplement de bien réfléchir, ajoutant qu'il était sûr que Yukon était un homme intelligent. Sur ce, Isonyeon tourna les talons et s'éloigna, laissant Yukon planté là, en silence. Ce qui prit Yukon au dépourvu, c'était la franchise de cet homme. Rien que pour ça, il était convaincu qu'il ne rejoindrait pas cette guilde. Il n'allait même pas y songer. 10 minutes plus tard, Yukon appela Lee Se-yoon. Et lui demanda où il pouvait la trouver. Elle lui envoya aussitôt une adresse. Une petite salle au 2e étage du bâtiment de l'association des chasseurs. Lorsqu'Yukon atteignit le 2e étage, il aperçut une boutique appelée La Cabane. Exactement comme on le lui avait décrit. Le personnel l'accueillit avec enthousiasme. Après tout, Yukon était en quelque sorte une célébrité maintenant. Bienvenue à La Cabane. La personne à l'intérieur vous attend. En entendant ses pas, Lee Se-yoon se retourna et lui fit signe d'approcher. Elle sembla surprise qu'il soit arrivé si tôt et demanda si quelque chose s'était passé. Yukon expliqua brièvement ce qu'il venait de vivre, quelqu'un avait tenté de le recruter dans une guilde. Un type gigantesque, pour être précis. Lee Se-yoon resta calme. Ça devait être Isonyeon, de la guilde Taibei. Une fois qu'il s'intéresse à quelqu'un, les autres guildes battent généralement en retraite. Yukon eut un petit rire. Alors comme ça, même votre guilde se méfie de lui? Si c'est vraiment le cas, j'avoue être un peu déçu. À sa grande surprise, Lee Se-yoon n'essaya pas du tout de le recruter. Au lieu de ça, elle lui demanda. Que penses-tu de travailler sans appartenir à une guilde? Je veux dire, en tant qu'indépendant. Ça a immédiatement attiré l'attention de Okwon. De toute évidence, Lee Se-yoon pensait différemment de tout le monde. Elle suggérait que les missions de guilde ne nécessitaient pas forcément d'en être membre. Elle ajouta que Yoon à un son prévoyait probablement d'offrir à Okwon rien de plus qu'un poste de débutant. Okwon frappa la table de sa main. Un poste de débutant? Alors, qu'est-ce qu'un chasseur partenaire est censé être, exactement? Lee Se-yoon commença à expliquer. Les chasseurs affiliés à une guilde sont généralement classés en 3 rangs. Débutants, seniors, et chasseurs partenaires. Les chasseurs débutants et seniors travaillent en équipe. Dirigés par un chasseur de niveau partenaire, et peuvent être considérés comme des employés salariés. Les chasseurs partenaires, en revanche, détiennent des parts dans la guilde. Plutôt que de toucher un salaire fixe. Ils reçoivent un pourcentage des bénéfices nets de la guilde. Ce qui fait d'eux, en pratique, des copropriétaires. Tout ce système ressemblait exactement à un cabinet d'avocats. Lee Se-yoon avait entendu dire que lorsque les guildes de chasseurs ont été créées, leur structure était calquée sur celle des cabinets d'avocats. Selon elle, Okwon n'avait pas besoin de rejoindre une guilde et de gravir les échelons de débutant à senior. Pas à pas, juste pour devenir un chasseur partenaire. Okwon comprit où elle voulait en venir. Tant qu'il se forgeait une réputation suffisante et obtenait des résultats que personne ne pouvait ignorer, les guildes viendraient le chercher d'elles-mêmes. Cette prise de conscience plut visiblement à Lee Se-yoon. Elle sentait qu'il n'y avait aucune barrière en discutant avec Okwon. Ce qui l'intriguait, cependant, c'était son habitude de lui donner des bonbons.
Depuis qu'il s'était assis, elle lui en avait déjà donné 2. Pourtant, il y avait un problème pratique. Okwon n'avait ni relation, ni ressources. Comment était-il censé décrocher des missions correctes? Ça s'annonçait comme une bataille difficile dès le départ. Lee Se-yoon balaya ça d'un geste de la main, disant que ce n'était pas du tout un problème. Elle pouvait l'aider pour cette partie, et elle le ferait gratuitement. Cela ne fit que rendre Okwon encore plus méfiant. Rien n'est jamais gratuit en ce monde, alors il demanda sans détour, « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» Lee Se-yoon glissa la main dans le dossier. « À l'avenir, quand vous aurez acquis assez de renommée pour que les guildes se battent pour vous recruter. Je veux juste que vous vous souveniez qu'une femme vous a aidé un jour. » Pour Okwon, on aurait dit qu'elle voulait simplement qu'il lui soit redevable. Elle poussa alors lentement le dossier vers lui. « Vous voulez jeter un œil. Que vous acceptiez ou non, ça ne dépend que de vous. » Okwon ouvrit le dossier et commença à lire. C'était une mission de la ville d'Inchon. Elle ciblait un endroit appelé l'île de Jiadong. Il y a 2 ans, une tentative avait été faite pour éliminer une faille de corrosion là-bas. Mais elle avait échoué, laissant derrière elle une zone corrompue. Okwon supposa d'abord que le travail consistait à s'occuper de la faille de corrosion elle-même. Mais la mission consistait en fait à patrouiller l'île de Jiadong. Il fallait surveiller l'apparition de nouvelles failles et les éliminer. La mission était prévue pour un mois plus tard, avec un acompte de 5 millions 1. Et une prime de 15 millions en cas de succès. Quelqu'un jette les documents sur la table. Compte tenu du danger de mort que représente ce travail. La paix était loin d'être généreuse. Lee Se-yoon, cependant, avait l'air excité. Si tu trouves que c'est injuste, alors deviens plus fort et fais-toi un nom. Même quand tes poches seront pleines, l'argent continuera de venir à toi. À ce moment-là, tout ce que Lee Se-yoon voulait, c'était la réponse de Woo-kan. Oui ou non? Woo-kan répondit lentement, si tu présentes les choses comme ça, alors je suis partant. Je suis le genre de personne qui aime repousser ses limites. 30 minutes plus tard, 2 voitures filaient à toute vitesse sur l'autoroute. Au même moment, Lee Se-yoon était au téléphone avec un homme mystérieux, à qui elle présenta brièvement Woo-kan. C'est un civil qui a remporté un tournoi où l'utilisation d'armes était obligatoire. Point à main nue. La réponse à l'autre bout du fil fut simple. Pas mal. Lee Se-yoon éclata de rire. Cette évaluation est complètement à côté de la plaque. Il m'a affronté en face à face pendant 4 bonnes heures. La voix au téléphone semblait stupéfaite. Tu es sérieuse? N'était-ce pas uniquement parce que ton pouvoir était bridé? Lee Se-yoon laissa échapper un rire froid. Je suis une chasseuse aguerrie avec plus de 10 ans d'expérience au combat. Une expérience acquise en survivant dans des environnements infernaux. En toute logique, j'aurais dû me jouer de lui. Au lieu de ça, je me suis retrouvé coincé dans un combat acharné contre lui. Pendant plus de 4 heures. Une pensée audacieuse lui traversa l'esprit. Même si elle avait une seconde vie, elle ne rencontrerait sans doute plus jamais un monstre comme Woo-kan. Après une courte pause, l'homme répondit, peu importe à quel point tu l'estimes. Cette mission requiert clairement des chasseurs avec une expérience de terrain. Même si ses compétences sont impressionnantes, pourra-t-il vraiment être à la hauteur au sein d'une équipe de vétérans? Lee Se-yoon lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle avait déjà pris ses dispositions pour que quelqu'un avec beaucoup d'expérience fasse équipe avec Woo-kan. L'homme posa alors une autre question. Et si ce gamin finit par atteindre ton niveau? Lee Se-yoon eut un sourire glacial. Ça va peut-être te mettre mal à l'aise. Mais tu vas devoir faire avec. Sa réponse fut directe. Si Woo-kan atteint un jour mon niveau, même le patron pourrait ne pas réussir à le vaincre. La scène revient un mois en arrière. À cette époque, Woo-kan avait commandé un colis en ligne. Le livreur n'arrêtait pas de se plaindre. Ce truc est incroyablement lourd. Qu'est-ce que l'acheteur a bien pu commander? Après avoir déposé le colis devant la porte, le livreur s'est empressé de partir pour sa prochaine livraison. Une fois que le couloir redevint silencieux, Woo-kan ouvrit la porte et ramassa le colis. Peu après, une longue mallette noire reposait sur sa table. D'un clic sec, Woo-kan ouvrit les loquets de la boîte des 2 mains. Au moment où il vit l'arme à l'intérieur, ses yeux s'écarquillèrent légèrement.
Son design était presque incroyable. Sous tous les angles, la lance correspondait parfaitement aux attentes de Hukan. L'utiliser en combat ne devrait poser aucun problème. Avec elle se trouvait une fiole de liquide vert. Une potion spirituelle. Les chasseurs comptent généralement dessus en cas d'urgence. Remplie de mana hautement concentré, elle est extrêmement utile lorsqu'on a un besoin urgent de mana. Normalement, la gestion du mana fonctionne un peu comme une fontaine à eau. Les chasseurs puisent le mana de l'air, le stockent dans leur corps et le libèrent lorsque c'est nécessaire. Une potion spirituelle permet simplement à tout ce processus de se dérouler en très peu de temps. Hukan, cependant, utilise le mana différemment de la plupart des gens. Il sautait complètement la phase de stockage, absorbant le mana directement de l'air et l'utilisant sur le champ. L'avantage de cette méthode était évident. Puisqu'il puisait dans le mana ambiant, il n'y avait pratiquement aucune limite. De plus, à mesure que le mana circulait encore et encore dans son corps, les canaux eux-mêmes se renforçaient progressivement, lui permettant de gérer de plus grandes quantités avec le temps. Pourtant, il y avait un inconvénient. Avant que ces canaux de mana n'arrivent à pleine maturité, la quantité qu'il pouvait contrôler était limitée. Ce qui rendait difficile de déchaîner de puissantes rafales en un court laps de temps, sans pouvoir attendre. L'option la plus sûre était de stocker un peu de mana à l'avance. Hukan vida la fiole entière d'un seul coup. S'il s'entraînait ainsi pendant environ un mois, il était certain d'atteindre le niveau dont il avait besoin. Un mois plus tard, la scène se déroule sur l'île Jaedong, à Inchon. Une longue file s'était déjà formée au point de rassemblement. Où qu'il regarde, des chasseurs se préparaient pour l'opération. Après que le personnel eut vérifié les informations de Hukan, il fut assigné à l'escouade 8. Bientôt, il se retrouva à attendre sous un panneau marqué du numéro 8. Tandis que Hukan restait silencieux, les autres chasseurs discutaient avec enthousiasme. La paix de ce mois-ci devrait être pas mal. Je me demande quand est-ce qu'on y va. Alors que Hukan se reposait en méditant, il entendit soudain quelqu'un l'appeler. En se retournant, il vit la chasseuse Ansan. Ses cheveux étaient visiblement plus courts qu'avant. On aurait dit qu'elle avait compris que les cheveux longs étaient un handicap en combat. Ansan s'approcha de lui avec l'intention de faire équipe pour la mission. Hukan demanda avec curiosité, « Il y a tellement de chasseurs ici. Pourquoi m'avoir choisi, moi ?» Elle répondit honnêtement. Elle pensait que Hukan était fort, et qu'en travaillant ensemble, elle voulait observer et apprendre de son style de combat. Hukan resta sans voix. Encore un boulet, on dirait. Il ne s'en débarrasserait pas de sitôt. Si tu arrives à suivre mon rythme. C'est alors qu'un membre du personnel intervint et interrompit leur échange, « Suivez-moi. Maintenant que tous les membres de l'escouade 8 sont présents, nous allons commencer le briefing de la mission. Comme nous avons des participants novices, je vais également expliquer certaines des bases. Je demande à nos chasseurs vétérans de faire preuve de compréhension. Les failles de corrosion sont actuellement classées par niveau 1, 2, 3. Et hors catégorie. Plus une faille se rapproche du niveau 1, plus elle devient dangereuse. De plus, la première faille à apparaître dans une zone spécifique est désignée comme une alpha. Actuellement, la faille de corrosion alpha de l'île de Jaedong se trouve dans une église au nord d'Inséré. Bien qu'elle reste hors catégorie. Étant donné la nature imprévisible de l'escalade des failles, nous vous déconseillons fortement de vous en approcher. Votre mission est de patrouiller à Wingnari et sur la côte de l'île de Jaedong, afin d'identifier toute nouvelle faille de corrosion et de l'éliminer dès son apparition. Une voix mécontente s'éleva aussitôt au sein de l'équipe. Vous envoyez un bleu dans une mission de nettoyage de failles? Vous êtes sérieux? Le membre du personnel ignora complètement la plainte et mena l'équipe directement à la zone d'opération. Une fois sur place, Hukan entendit des gens. Même de loin, ils avertissaient que la zone était dangereuse. Il affirmait sentir une énergie à glacer le sang, comme si leurs veines allaient se figer. Pour Hukan, tout cela semblait bien trop théâtral. Ansan tapota légèrement la cuisse de Hukan avec le dos de sa lame, lui faisant signe d'avancer. L'opération avait officiellement commencé. Le membre du personnel cria, « Les conditions sur l'île sont retransmises en temps réel. Si vous avez besoin d'aide,
contactez la salle de contrôle en mer. Contactez-les immédiatement. Chasseurs, je vous souhaite bonne chance. Après avoir atteint la zone désignée, le groupe commença à s'organiser et à discuter d'un plan d'action. La mission consistait à inspecter 2 régions en l'espace d'une semaine. Alors que la discussion battait son plein, la voix de Oukan s'éleva. Il pointa la carte sur son téléphone. Je propose qu'on établisse notre camp de base au temple de Oiseo pour opérer à partir de là. Plusieurs personnes réagirent avec une franche hostilité. T'es qui, toi? Je ne t'ai jamais vu. T'es un bleu? Et pourquoi le temple de Oiseo? C'est pas un bleu qui va nous donner des ordres. Oukan ignora leur emportement et expliqua calmement son raisonnement. Du temple de Oiseo, on a une vue sur toute la zone de Wingnari, et les bâtiments du temple sont encore intacts. On peut les utiliser comme abri. C'est la logique de base sur le terrain. Personne n'y a pensé? Ce à quoi Oukan ne s'attendait pas, c'est que sa suggestion les mettrait complètement hors d'eux. Il y a plein d'endroits où loger dans le coin. Et si on se fait encercler une fois là-haut sur la montagne? Oukan laissa échapper un rire glacial. On ne combat pas des dizaines de milliers d'ennemis. Comment est-ce que vous imaginez vous faire encercler, au juste? Sa réplique ne fit qu'attiser leur colère. Hors de question qu'on suive les ordres d'un chasseur inexpérimenté. Surtout un comme toi. Okwang comprit alors que, peu importe le monde, il y aurait toujours des gens pour ignorer la logique la plus élémentaire. Il prit donc une décision claire et nette au milieu de la dispute. On se sépare. Ils n'avaient qu'à suivre leur plan. Et lui suivrait le sien. Okwang avait supposé que seul Anseonga le suivrait, mais à sa grande surprise, une 3e personne rejoignit leur petit groupe. Il jeta un coup d'œil du coin de l'œil à l'homme à côté de lui. Et sentit que son niveau de mana était légèrement supérieur à celui de Anseonga. Si Okwang se souvenait bien, son nom était Kim Min-jae. Curieux de savoir pourquoi Kim Min-jae s'était joint à eux, Okwang lui posa la question, et la réponse le fit glousser. Kim Min-jae expliqua qu'ils étaient probablement tous les deux à leur première mission. Et il s'inquiétait que 2 bleus agissant seuls puissent avoir des ennuis. Il les avait donc accompagnés pour garder un œil sur eux. Au moins, il y avait une personne fiable dans l'équipe. À cet instant précis, le regard de Okwang se figea droit devant lui. Il avait déjà senti que quelque chose n'allait pas. L'instant d'après, il changea brusquement de direction. Sous le regard surpris des 2 autres, Okwang leva la main gauche pour leur faire signe de s'arrêter, puis fit un geste pour demander le silence, leur indiquant de ne pas faire un bruit, et leur dit à voix basse qu'il allait vérifier ce qu'il y avait de l'autre côté. Kim Min-jae jeta un regard prudent devant lui pour évaluer la situation. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Des dizaines de monstres couraient à travers la forêt. Leur nombre était écrasant, environ 50 au total. Il suggéra de faire un détour et d'éviter une confrontation directe. Okwang leva une main pour le calmer. Pas de panique, dit-il. Quelle est ta compétence unique? Kim Min-jae hésita au lieu de répondre immédiatement, ce qui rendit l'expression de Okwang plus dure. Comptait-il vraiment les affronter de front? Cette hésitation rendit Okwang sérieux. Pour un chasseur, combattre des créatures corrompues était tout à fait naturel. Je te le redemande, dit-il fermement. Quelle est précisément ta compétence unique? Okwang apprit bientôt que l'attribut de Kim Min-jae était le feu. Et que sa capacité la plus fiable était la boule de feu. Bien, dit Okwang. Alors, attends mon signal et lance la première attaque. Kim Min-jae se figea. Il ne s'attendait pas à ce que Okwang ordonne une attaque de manière aussi décisive. Pendant un instant, il n'arriva pas du tout à suivre le raisonnement de Okwang. Avant même que Kim Min-jae ait pu complètement analyser le raisonnement de Okwang, Anseonga prit la parole. Si Kim Min-jae s'occupe de l'attaque, alors, que dois-je faire? Kim Min-jae tenta de l'en dissuader. Affronter 50 ennemis avec seulement 3 personnes, c'était de la pure folie. Surtout quand on est censé être à notre première mission. Nous devrions nous regrouper tant que nous pouvons encore contacter les autres chasseurs. Okwang secoua la tête. Pas le temps. Ça prendrait beaucoup trop de temps pour que les autres arrivent jusqu'à notre position. Notre situation est différente.
Le groupe de Hukan était parti directement du temple Oiseo, tandis que le reste des chasseurs ratissait encore le littoral à la recherche d'autres failles éventuelles. De plus, utiliser la radio à l'aveugle n'était pas judicieux. Il n'y avait aucune garantie qu'un chasseur qui capterait le signal puisse arriver à temps. Pire encore, si les monstres se dispersaient pendant qu'ils attendaient, ils pourraient devenir une menace pour les autres équipes. Une fois calmé, Kim Min-jae analysa le raisonnement de Hukan et réalisa qu'il était parfaitement logique. Même s'il y avait des chasseurs à proximité, rien ne garantissait qu'il accourrait immédiatement. Surtout après le conflit précédent. Cela signifiait qu'ils n'étaient que tous les trois pour affronter les monstres. Dans ces conditions défavorables, une attaque surprise était leur meilleure option, rendant la boule de feu de Kim Min-jae absolument cruciale. Hukan ne perdit pas de temps en explications superflues et exposa directement le plan. Kim Min-jae, tu frappes le centre avec une boule de feu. Je bloquerai les deux flancs pour les empêcher de s'échapper. En entendant sa mission, Kim Min-jae resta abasourdi. Le plan était si précis qu'on aurait dit que Hukan avait déjà anticipé tous les scénarios possibles. Pendant un instant, Kim Min-jae se demanda quel genre de personne était vraiment Hukan. Il donnait l'impression d'être un chef forgé par d'innombrables batailles. Ils attendirent patiemment le bon moment, repérant bientôt un grand groupe de monstres rassemblés. C'était le signal. Kim Min-jae lança sa boule de feu sans hésitation. L'instant d'après, avant que les monstres ne puissent réagir, une énorme explosion de flammes s'abattit sur eux. La puissance de la boule de feu était dévastatrice, réduisant plusieurs monstres en cendres en un clin d'œil. Cependant, Kim Min-jae avait besoin de temps pour préparer un autre sort. Pendant ce laps de temps, Hukan tiendrait la ligne et bloquerait toutes les attaques. Kim Min-jae joignit ses mains près de son front, compressant et canalisant continuellement son mana. L'instant suivant, Hukan fonça en avant, sa vitesse presque impossible à suivre. Une intention meurtrière emplissait son regard. Sa seule priorité était désormais d'immobiliser les monstres et d'offrir à Kim Min-jae le temps nécessaire pour lancer un nouveau sort. Avec une seule accélération et un coup balayant, Hukan faucha plusieurs monstres de la faille. Pour maximiser l'efficacité, une bonne répartition des rôles était essentielle. Son travail consistait maintenant à gagner du temps pour ses coéquipiers, jusqu'à ce que la prochaine boule de feu soit prête. À ce moment, une créature fonça droit sur lui. Hukan ignora complètement l'attaque. Il balança sa lance dans un large arc, abattant plusieurs autres monstres d'un seul mouvement. Hors de question de laisser l'un d'entre eux s'approcher de Kim Min-jae. Cependant, tenir la ligne seul ne suffirait pas éternellement. Il avait besoin du soutien de Han Sanga. Hukan prit la parole. À ton tour. L'instant d'après, une entaille nette et résonnante retentit à côté de lui. D'un seul coup, Han Sanga a pulvérisé les corps de 3 gobelins. Elle a expiré profondément et a dit que le boulot était fait. Pour l'instant, c'était au tour de Kim Min-jae. À peine sa voix s'était-elle estompée qu'une vague d'énergie ardente a jailli. La boule de feu de Kim Min-jae était prête. Hoon leur fit rapidement signe d'attendre. Attends. Tire après que je me sois déplacé. Me faire toucher par ça serait un problème. Au moment où Hoon a dégagé la zone, Kim Min-jae a déchaîné la boule de feu. La masse incandescente a foncé droit sur les monstres, tel un fauve enragé. Une explosion assourdissante a retenti là où Hoon se tenait quelques instants plus tôt. Il avait déjà bondi pour se mettre à l'abri avant l'impact. Juste après, Hoon a resserré sa prise sur sa lance. Dans le chaos qui a suivi l'explosion, 2 monstres ont tenté de s'enfuir. Mais Hoon n'allait pas les laisser s'échapper. Quelques instants plus tard, la fumée dans la forêt a commencé à se dissiper lentement. Hoon a planté fermement sa lance dans le sol. L'embuscade avait été un succès total. Tous les monstres avaient été éliminés. Bien que le combat les ait éprouvés tous les 3. Hoon s'apprêtait à louer leur travail d'équipe quand il a soudainement senti quelque chose d'anormal derrière lui. En se retournant, il a vu Kim Min-jae pointer une arme de poing droit sur sa tête. Son expression était tendue et concentrée. Puis, Kim Min-jae a esquissé un large sourire. « Tu veux bien te pousser ? Tu bloques ma cible. » Hoon est resté sans voix.
Il a cru que Kim Min-jae allait lui tirer dessus l'instant d'après. Kim Min-jae a appuyé 2 fois sur la gâchette. Les tirs ont atteint le monstre, qui s'est effondré sur place. Ils implantaient des micro-puces dans les corps des monstres. Une fois la mission terminée et la zone déclarée sûre, les récupérateurs sous contrat viendraient les collecter. Les récupérateurs étaient spécialisés dans l'extraction de sous-produits utilisables directement sur les cadavres. Une fois les puces implantées, ces récupérateurs s'occuperaient des corps. Une fois la mission achevée, ils rassemblaient tout ce qui avait de la valeur, puis les objets étaient expertisés, vendus, et les profits distribués. Les récupérateurs prenaient leur commission contractuelle, tandis que le reste allait aux familles des chasseurs tombés au combat. On a demandé si l'on pouvait faire confiance à ces récupérateurs. Kim Min-jae l'a rassuré, lui disant que c'était sans risque tant qu'on choisissait un récupérateur fiable. Et qu'un contrat était signé à l'avance. Pendant qu'il parlait, un monstre se terrait, caché parmi les arbres, observant attentivement Hoon. L'instant d'après, il a lancé une attaque surprise. Projetant des éclats de pierre sur le sol, Hoon a réagi instantanément, attrapant Kim Min-jae et le tirant hors de la zone d'impact. Sans ça, ils auraient tous les deux été gravement blessés. Une fois qu'ils ont atteint une distance de sécurité, Hoon a balancé Kim Min-jae sur le côté et s'est tourné pour faire face à la créature. Kim Min-jae sentit une vague de frustration le submerger. Il venait d'anéantir tout un groupe de monstres, et voilà qu'un autre apparaissait. Le monstre laissa échapper un rire glacial, ouvrant sa gueule pour révéler des rangées de crocs grotesques. L'expression de Huken se durcit. C'était clairement le chef des monstres précédents. Avec un rugissement perçant, le hurlement de la créature résonna dans la forêt. Personne ne pouvait dire s'il appelait des renforts. Huken jura entre ses dents. S'il comptait se battre de toute façon, pourquoi n'avait-il pas chargé avec ses sbires plus tôt? Les défier tous les trois en même temps n'était rien d'autre qu'un suicide. Le chef des chauves-souris laissa échapper un rire strident et grinçant. Huken pouvait sentir le mana déferler en lui. C'était d'un tout autre niveau que les monstres inférieurs. Huken cria à ses coéquipiers de reculer, leur ordonnant de ne pas intervenir. Il s'en occuperait seul. La puissance de la créature était écrasante. S'il les rattrapait, aucun d'eux ne s'en sortirait. Les deux se figèrent. Normalement, un monstre comme celui-ci nécessitait qu'ils se battent tous les trois ensemble. Huken les coupa sèchement. Je ne le dirai qu'une fois. Repliez-vous, maintenant. Ne me forcez pas à me répéter. À moins que vous ne vouliez rentrer chez vous la tête séparée du corps. Ces mots les laissèrent stupéfaits. Quelle façon terrifiante de le dire. Huken fit tournoyer sa lance et leur dit à nouveau de partir immédiatement. Se battre seul lui permettrait de déchaîner toute sa puissance sans tenue. Il rugit. Amène-toi, maudit chef des chauves-souris. En quelques instants, Huken affronta de front le chef des chauves-souris. Han Sung-ga fit un mouvement instinctif pour l'aider, mais Kim Min-jae l'arrêta. Ce n'est pas le moment. On ne ferait que le ralentir. Et malgré les apparences, Huken n'était pas du tout en train de se faire dominer. Aucune des attaques du chef des chauves-souris n'avait fait mouche. Pas même une seule fois. Elle n'avait même pas effleuré le bord des vêtements de Huken. Han Sung-ga remarqua aussi autre chose. La vitesse et la perception de Huken étaient terrifiantes. Si c'était elle qui combattait, elle doutait de pouvoir esquiver ses attaques. D'une torsion du bassin, Huken esquiva une autre frappe du chef. Même en esquivant, il contre-attaquait. Partout où sa lance passait, les ténèbres suivaient. Alors que les flammes noires continuaient de s'intensifier, les mouvements du chef des chauves-souris devinrent de plus en plus lents. Bien que cela ressemblât à un combat acharné, la vérité était que Huken s'amusait complètement avec la créature. Han Sung-ga resta figé, sous le choc. Huken était-il vraiment un chasseur débutant comme elle? Il ressemblait bien plus à un vétéran, aguerri par d'innombrables batailles. Au même moment, le chef des monstres lança une nouvelle attaque sur Huken. Huken eut un petit rire. Parfait. Voyons voir si tu vaux seulement la peine que je me donne à fond.
L'instant d'après, son corps glissa sur le sol en reculant. Pour prendre ses distances. Puis, il lança sa lance droit dans les airs. Han Seonga était stupéfaite. Lancer son arme en l'air dans un moment pareil. À quoi pensait-il? D'en haut, la lance commença à retomber, tandis que le monstre continuait sa charge vers Wukhan. Kim Min-jae était tout aussi choqué. Au moment le plus critique, Wukhan avait apparemment abandonné son arme. En une fraction de seconde, le monstre combla la distance. Wukhan ne paniqua pas le moins du monde. Il se contenta de le fixer, sans expression. Avec un bruit sourd et humide, la tête du monstre tomba devant lui. La lance qu'il avait jetée quelques instants plus tôt était son coup de grâce, tombant du ciel. Elle avait transpercé le cou du monstre de part en part. Même avec le cou empalé. La créature se débattait encore. Une preuve de sa vitalité terrifiante. Mais l'issue était déjà scellée. Wukhan n'allait lui laisser aucune chance de renverser la vapeur. Avant même que les autres ne puissent réagir, il retira sa lance et la plongea à plusieurs reprises dans la tête du monstre. L'achevant pour de bon. Kim Min-jae resta là, incrédule. Il y a quelques instants à peine, on aurait dit que Wukhan était dépassé par les événements. Et maintenant, le monstre était mort. Que venait-il de se passer? Wukhan se tourna vers Kim Min-jae et demanda, est-ce vraiment normal qu'une chose pareille apparaisse ici? Kim Min-jae avait également ses doutes. Pour une créature qui n'était même pas une véritable unité du noyau de corruption. Si cette zone était une zone de corruption, elle aurait dû être classée au moins niveau 3. Les unités de corruption étaient divisées en 4 niveaux. Et d'après le briefing, la faille de corrosion alpha sur l'île de Bridge East était répertoriée comme non classée. Il ne restait qu'une seule explication. La faille de corrosion alpha avait déjà atteint le niveau 3. Il fallait le signaler immédiatement. Han Seonga hésita d'abord, mais Wukhan lui dit de bien y réfléchir. Si ce n'était pas le niveau 3, rien de tout cela n'aurait de sens. L'expression de Kim Min-jae devint sombre. L'écart entre non classé et le niveau 3 était abyssal. Si c'était vrai, très peu de chasseurs s'en sortiraient vivants. Cette île était bien plus dangereuse que prévu. Et il fallait faire remonter l'information sur le champ. Kim Min-jae suggéra. Nous devrions d'abord secourir les autres chasseurs. Avec la force de Wukhan. Même une zone de niveau 3 pourrait être gérable. Wukhan rejeta catégoriquement l'idée. Il ne pourrait jamais retrouver et sauver chaque chasseur. Encore en activité sur l'île. Il avait aussi ses limites, leur dit-il fermement. Leur mission n'était pas de secourir les chasseurs en danger, mais d'identifier et d'éliminer toute faille de corrosion supplémentaire. Dans ce genre de mission, les pertes étaient inévitables. Han Seonga lui a alors posé une question, si tu étais dans cette situation. Point à ton avis, que ressentirais-tu si c'était toi qui étais en danger? Elle a dit, ne te sentirais-tu pas lésé, en colère et désespéré d'être sauvé? L'expression de Wukhan s'assombrit complètement. Tu essaies de les sauver? Avec la mentalité d'un condamné, il ne rejetait pas les émotions humaines. Il parlait des conséquences. Si tu veux aller les sauver, je ne t'en empêcherai pas. Mais ne m'impose pas ce choix. Wukhan leur dit froidement d'abandonner cette mentalité de sauveur naïf. Il y avait dans ce monde des morts qui étaient tout simplement inévitables. Face à une telle fin, quelles que soient les émotions qu'il éprouverait. Point il l'accepterait avec la résolution de mourir. Si tenter de sauver une poignée de chasseurs. Point aggraver la faille de corrosion et entraîner encore plus de morts sur cette île. Point alors ce serait là le véritable péché. Dans les situations désespérées. Point l'hésitation était la chose la plus dangereuse de toutes. S'ils continuaient à garder cet état d'esprit émotionnel. Point pendant leur mission. Point ils ne survivraient pas longtemps dans ce monde. À la tombée de la nuit, le groupe trouva un endroit où se reposer. Ils jetèrent leurs dévolus sur une maison abandonnée pour en faire leur abri temporaire. Le bâtiment était complètement vide, sans aucun signe qu'une créature corrompue. Point ne s'y soit attardé. Kim Min-jae inspecta minutieusement la zone. Point et ne trouva rien d'inhabituel, à part la faible luminosité. Grâce à ces lumières, il pouvait encore suivre approximativement les positions.
point des autres chasseurs. Mais du point de vue de Wukan, les lumières exposaient aussi leur propre emplacement. Point ce qui rendait la situation intrinsèquement dangereuse. S'ils avaient affaire à des ennemis mineurs, le risque était gérable. Mais si quelque chose comme le chef des chauves-souris apparaissait, ce serait un grave problème. Wukan sortit son téléphone et envoya un avertissement aux autres chasseurs. Ici l'escouade 8. D'après nos récentes rencontres, la faille de corrosion alpha pourrait être passée au niveau 3. Allumer les lumières sans discernement pourrait attirer des cibles à haut risque. Veuillez éviter de le faire si possible. Une fois le noyau d'une faille de corrosion détruit, toutes les créatures qu'elle soutenait disparaîtraient. Sans cette source d'énergie, la zone corrompue elle-même s'effondrerait. Après y avoir réfléchi, Wukan trouva la mission étonnamment simple. Elle n'était pas aussi difficile que d'autres l'avaient laissé entendre. Le moment venu, il s'occuperait directement de la faille de corrosion. Peu de temps après, la nuit tomba complètement. Han Seonga était déjà endormi. Kim Min-jae s'était aussi assoupi. Wukan plaça discrètement un dispositif d'alarme à côté d'eux. L'équipement se déclencherait si des monstres approchaient, lui permettant de partir l'esprit tranquille. Une fois dehors, Wukan se déplaça rapidement à travers la forêt. Il avait déjà confirmé l'emplacement de la faille alpha lors du briefing. Cette opération de nuit devrait se dérouler sans accroc. À cet instant, Wukan sentit que quelque chose n'allait pas. Il y avait du mouvement devant lui, dans la forêt. Il s'arrêta brusquement, le regard fixé droit devant. Un rire familier et inquiétant résonna à travers les arbres. L'expression de Wukan s'assombrit. Il savait que les choses se passaient trop bien. Évidemment, quelque chose clochait. Sans hésiter, il déchaîna ses flammes. Mais lorsqu'il se retourna pour faire face à la menace, il réalisa que ce n'était pas le monstre auquel il s'attendait. La créature devant lui était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Son corps massif le dominait de toute sa hauteur. Bien plus imposant que ne pourrait jamais l'être le chef des chauves-souris. Au même moment, une situation d'urgence éclata au quartier général de l'association des chasseurs. Les signaux de plusieurs membres de l'escouade 5 s'étaient complètement éteints, ils étaient présumés morts. La direction était sous le choc. Pire encore, d'autres rapports de pertes provenant d'autres escouades commencèrent à affluer. Bon sang, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette zone? L'officier en charge se précipita vers le centre de communication, demandant des renforts immédiats et émettant un appel de haute priorité. Un appel de détresse à tous les chasseurs de la zone. Quelques instants plus tard, une autre alerte retentit. Quelqu'un approchait rapidement du noyau alpha de la faille de corrosion. Le chef ordonna immédiatement à son équipe de contacter ce chasseur. Et de lui dire de s'arrêter sur le champ. Ce qui l'attendait était extrêmement dangereux. Puis, les données d'identification apparurent et tout le monde se figea. Le chasseur se dirigeant vers le noyau alpha était Wukan de l'escouade 8. Cela signifiait qu'il était probablement le premier à avoir localisé le noyau de la faille de corrosion. Le chef ordonna une connexion immédiate au terminal de Wukan. Pour vérifier son état. Jamais auparavant un noyau de corrosion ne s'était intensifié en pleine opération. Dans le chaos, Wukan avait été le premier à détecter l'anomalie et à foncer vers le noyau. Il devait être surveillé de près. La connexion s'établit rapidement. À l'écran, Wukan était en plein combat. Ou plutôt, il courait pour sa vie, poursuivi sans relâche par un monstre. La créature était bien plus forte qu'il ne l'avait prévu. Et sa vitesse était terrifiante. Puis la voix de Wukan retentit sur le canal de l'association des chasseurs, le monstre derrière lui était absurdement puissant. Être encore en vie à ce stade relevait de la pure chance. Tout en sprintant, Wukan jura à voix haute. N'y avait-il pas des gens chargés d'enquêter sur cet endroit? Comment se fait-il qu'aucune alerte n'ait été donnée? Quand ils rentreraient, il leur ferait bouffer ce noyau de corrosion jusqu'au dernier. Cette explosion de colère poussa le personnel du QG des chasseurs à échanger des regards gênés. Finalement, ils décidèrent de couper son terminal. Confirmer qu'il était toujours en vie était suffisant. Wukan connaissait ses limites. Dans son état actuel, tuer ce monstre de front avec la force brute était impossible. Sa seule option était de l'épuiser lentement et de l'achever d'un coup de lance décisif.
Mais la créature face à lui déjouait complètement ses attentes. Elle ne montrait aucun signe de faiblesse. Pendant son combat de jour avec le chef des chauves-souris, Ukan avait drainé une quantité excessive de mana de l'île du dragon Jiao, affaiblissant considérablement cet ennemi. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas quitter l'île maintenant. Il devait trouver un endroit pour recharger son mana, et vite. À cet instant, son regard s'aiguisa. Il trouva exactement ce qu'il cherchait, droit devant lui. Un trou d'un noir d'encre s'était ouvert dans le sol, tel un abîme sans fond. Ukan y sauta directement. Pendant sa chute, il se retourna même. Et nargua l'énorme créature derrière lui. Lui criant de se dépêcher. Il y avait quelque chose qu'il voulait vérifier. Au même moment, le signal de Ukan disparut brusquement des moniteurs du QG des chasseurs. La raison était simple. Il était entré dans le noyau de corrosion alpha. Quand le rapport arriva, le chef devint blême. C'était mauvais. Très mauvais. En pénétrant dans le noyau lui-même, Ukan réalisa que l'endroit était bien plus propre qu'il ne l'avait imaginé. Avec à peine quelques traces visibles de la propagation de la corrosion. Il fronça les sourcils. D'après les données, même les noyaux de corrosion de tiers 5 et de tiers 3 ne se propageaient pas aussi vite. Alors, à quel point ceux de tiers 1 et 2 étaient-ils censés être extrêmes? Quelques instants plus tard, Ukan franchit la frontière de la faille de corrosion. Ce qui l'attendait maintenant, c'était la véritable menace, le vrai poids lourd. Il n'était pas du genre à s'acharner dans un combat, mais si on continuait à le provoquer, sa patience finirait par s'épuiser. Lentement, Ukan resserra sa prise sur son arme. L'un des plus grands défauts de la flamme du paradoxe était sa propagation incontrôlable. Elle affectait tous les êtres vivants, à l'exception de Ukan lui-même. Y compris ses alliés. C'est ce qui rendait la flamme du paradoxe à la fois terrifiante et fondamentalement dangereuse. Dès l'instant où elle dépassait le niveau qu'il pouvait maîtriser, il n'avait d'autre choix que de cesser de l'utiliser. Cette limite était inévitable. À ce moment, un monstre apparut devant lui. Ukan projeta sa lance sans la moindre hésitation. La créature poussa un unique hurlement avant de s'immobiliser complètement. Ukan laissa échapper un petit rire. Mission accomplie. Il commença alors à puiser activement le mana de l'air ambiant, le guidant à l'intérieur de son corps. Il le compressa et le stocka. Le mana déferla dans les moindres recoins de son organisme, élargissant et renforçant ses canaux. Ukan expira profondément. De légères traces d'énergie démoniaque s'échappèrent avec son souffle. Le résultat était stupéfiant. Bien au-delà de ce qu'il avait anticipé. Puis, des fissures commencèrent à se former dans le ciel. Ukan leva les yeux, complètement imperturbable. On dirait que d'autres arrivent. Peu après, plusieurs monstres identiques aux précédents émergèrent de la faille. Malheureusement pour eux, ils arrivaient trop tard. Le corps de Ukan avait déjà terminé son perfectionnement. Ce niveau d'ennemi ne représentait plus une menace. 3 monstres foncèrent droit sur Ukan et, d'un vif mouvement de sa lance, il ricana, « Vous êtes vraiment sans cervelle. Vous croyez encore que le nombre fait la force ?» L'instant d'après, le mana jaillissant de Wuer déchiqueta les monstres. Pas un seul d'entre eux n'effleura ses vêtements. Wuer était bien plus fort qu'avant, mais comparé à sa puissance dans l'autre monde, c'était encore loin d'être suffisant. À peine 1% de sa force d'antan. À ce moment-là, une ombre apparut derrière Wuer, lançant une attaque furtive. Un frisson le parcourut. Quand s'était-elle approchée à ce point? Presque au même instant où l'attaque commençait. Wuer s'était déjà écarté. La créature avait un corps humanoïde avec une tête de rat. Son noyau de corrosion était clairement d'un tout autre niveau. Au lieu de la peur, Wuer se sentit intrigué, se demandant combien de frappes en chaîne ce niveau pourrait endurer. La seconde suivante, Wuer s'élança, sa lance tourbillonnant avec une force écrasante. Il donna un coup d'estoc. La créature à tête de rat le bloqua de front. Elle se moqua de lui, jugeant son coup bien trop lent. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que le coup n'était pas à pleine vitesse. Mais il était assez lourd pour fissurer son arme. Wuer la fixa du regard et dit calmement. Lance des lunes jumelles.
Première frappe, perforation. L'instant d'après, la créature fut projetée en arrière par son mana. Wooer profita immédiatement de l'avantage, l'abattant avant même qu'elle ait compris ce qui s'était passé. La lance des lunes jumelles était la technique de Wooer. Chaque attaque laissait une trajectoire bleue qui répétait parfaitement la première frappe. 4 fois de plus. Si Wooer se contentait de suivre les trajectoires pour attaquer, ce ne serait rien de plus qu'une technique de base, enchaînant 4 coups assurés. Mais sa véritable attaque était complètement différente de ses frappes cumulées. Ces trajectoires bleues pouvaient attaquer d'elles-mêmes, se transformant en une sorte de boomerang. Démoniaque jumeau qu'il était presque impossible d'esquiver. Face à ce genre d'assaut combo à retardement, Wooer ne voyait aucune carte maîtresse cachée que la créature à tête de rat pourrait utiliser pour renverser la situation. Bientôt, le monstre à tête de rat fut de nouveau frappé dès qu'il montra une ouverture. Wooer pouvait l'achever instantanément. Il était temps de mettre un terme à tout cela dans la seconde qui suivait. Wooer déchaîna un barrage d'attaques incessant. Chaque coup résonnait 4 fois de suite, poussant le corps de la créature au bord de l'effondrement. En peu de temps, même sa tête fut réduite de moitié. Pourtant, elle ne pensait certainement pas que cela seul signifiait la fin. Alors que Wooer se préparait à continuer son assaut, une boîte apparut soudainement dans sa main. Il l'ouvrit lentement. Au moment où il vit ce qu'il y avait à l'intérieur, Wooer se figea complètement. Pendant ce temps, le quartier général des chasseurs avait sombré dans le chaos. Des failles de corrosion se propageaient depuis le centre de Bridge, East Island, tandis que les signaux des équipes disparaissaient les uns après les autres. Face à cette scène, le chef était complètement désemparé. Les événements avaient pris une tournure qui dépassait de loin ses attentes. Le désespoir se lisait dans son regard. Était-ce vraiment la fin? Sans un miracle. Tout ce qu'il pouvait faire était de rester là et assister, impuissant, au massacre des chasseurs. C'est alors que un subordonné s'écria, « Chef. Il faut que vous voyiez ça », continua-t-il d'un ton pressant. Un message vient juste d'arriver. Point d'un chasseur se trouvant dans la zone du noyau alpha. Le chef afficha aussitôt le message sur l'écran principal, où le message de Hukan s'afficha sur tous les canaux. Le message confirmait que le signal de la source de la corrosion avait disparu, anéanti, et que toutes les entités de la corrosion rencontrées par les chasseurs s'étaient volatilisées. En voyant cela, le chef avait du mal à y croire. Il était en train d'assister à un véritable miracle. Après avoir envoyé le message, Hukan laissa échapper un long soupir. Il leva les yeux vers le ciel, remarquant le nombre d'étoiles encore visibles, et surtout, à quel point l'air semblait pur. Bien plus pur que dans l'autre monde. Retour 2 minutes plus tôt. Une vague massive de monstres déferla de la faille. À cet instant précis, Hansanya se battait aux côtés de ses coéquipiers, le corps déjà couvert de blessures. Même sa poigne commençait à la lâcher. C'est à grand-peine qu'elle parvenait à tenir sa lame. Puis, venue de nulle part, une vague de détermination la submergea. Elle cala son bras droit contre son corps et força ses doigts à se resserrer sur son épée. Ses yeux rivés sur les monstres, elle constata que leur nombre dépassait de loin celui qu'ils avaient affronté de jour. Et surtout, ils n'avaient pas encore trouvé Hukan depuis son réveil. Derrière elle, Kim Min-jae l'appela « Mademoiselle Anne. Vous croyez qu'on va s'en sortir vivant? Je commence à paniquer. » Et ce n'était pas une peur déraisonnable. Juste en face de lui se dressait une masse compacte de monstres, suffisante pour les piétiner à mort s'ils chargeaient tous ensemble. Hansanya jeta un regard en arrière à Kim Min-jae. De toute évidence, il était déjà à bout de force. Elle ne savait pas s'ils allaient survivre, ni combien de temps elle-même pourrait encore tenir. Mais il était hors de question pour elle de tomber ici. À la seconde suivante, un monstre grotesque fonça droit sur Hansanya. Son regard s'aiguisa instantanément. Elle fléchit légèrement son corps, et l'énergie électrique dans sa main. Point jaillit en une violente décharge. Ce n'est qu'à cet instant qu'elle réalisa que ses jambes étaient complètement insensibles. Elle ne savait même pas depuis quand. Pire encore, 3 monstres fonçaient déjà sur elle. Kim Min-jae était paniqué, mais il n'avait plus aucune force pour lui venir en aide.
L'un des monstres était sur le point de planter ses crocs dans Hansanya. Incapable de supporter la scène qui allait suivre, Kim Min-jae serra les paupières. 5 secondes s'écoulèrent, mais le cri qu'il attendait ne retentit jamais. Quand ils rouvrirent les yeux, ils firent face à une scène stupéfiante. Tous les monstres devant eux s'étaient volatilisés, réduits en cendres. Le lendemain, Ukan pourra les retrouver au point de rassemblement des chasseurs sur l'île du Pont-Haix. Dès qu'il vit la scène, son expression s'assombrit. Il y avait tellement de blessés. La faille de corrosion avait-elle frappé pendant son absence? En voyant Ukan arriver, les autres le dévisagèrent, incrédules. Tu as vraiment nettoyé une faille de corrosion de niveau 3 tout seul? Pourtant, en regardant sa silhouette élancée. Peu importe comment il le jaugeait, il n'avait pas l'air de quelqu'un capable d'accomplir un tel exploit. Seul, Ukan s'avança un peu plus et repéra bientôt les membres de la 8e escouade. Kim Min-jae était sincèrement abasourdi. Il n'aurait jamais imaginé que Ukan avait vraiment géré la faille en solo. Ukan laissa échapper un petit rire froid. Ce n'était pas tant une décision consciente que son corps qui avait agi avant même que son esprit ne puisse réagir. Tout ce qu'il avait fait, c'était simplement pour protéger ses compagnons chasseurs. Puisque les choses s'étaient si bien passées, il se dit qu'il était temps de jouer correctement le rôle du gentil et de se défaire de l'image de méchant qu'il s'était forgé auparavant. À ce moment-là, quelqu'un l'appela par derrière, se présentant comme Park Yong-kai, un directeur de succursale de la société d'opération coréenne. Ukan lui jeta un coup d'œil et demanda d'un ton neutre. « Alors, c'est vous qui m'avez envoyé ici ?» Park Yong-kai lui demanda de le suivre, expliquant que le maire voulait le rencontrer. Ukan, lui, ne comptait plus le nombre de fois où il avait été convoqué de la sorte. Se faire donner des ordres semblait être une habitude chronique chez ces vieux bonshommes. En y pensant, Ukan se souvint soudain de quelque chose d'important. Le contrat ne mentionnait aucune récompense pour l'élimination d'une menace de niveau 3. Alors, puisqu'il était déjà là, autant parler chiffres. Après que Ukan soit sorti de la voiture, un autre homme s'approcha et le salua de sa propre initiative. L'homme se présenta comme étant Lee Bi-jae, un coordinateur en charge des négociations de partenariat. Tandis qu'il marchait, Lee expliqua que le maire attendait cette réunion avec impatience. Et qu'il avait été complètement stupéfait en recevant le rapport de l'île du Pont-Haix à l'aube. Le président avait immédiatement ordonné l'organisation de cette réunion, annulant tous ses autres rendez-vous juste pour avoir une véritable conversation avec Ukan. Un nouveau venu détruisant une origine de niveau 3 en solitaire, c'était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis l'ère des chasseurs vétérans de la première génération. Et Ukan ne s'attendait pas à apprendre que quelqu'un dans un lointain passé avait déjà réussi le même exploit. Ce devait être un personnage hors du commun. Peu de temps après, Ukan arriva au bureau du maire. Un homme un peu corpulent apparut devant lui, souriant chaleureusement. « Bienvenue. Je m'appelle Park Ji-hyun, le maire de cette ville. Mes excuses pour vous avoir convoqué par un jour si maussade. » Il invita ensuite Ukan dans son café privé, espérant qu'il pourrait s'asseoir et discuter des choses correctement. En tant que maire d'un chon, l'île du Pont-Haix était depuis longtemps un véritable casse-tête pour lui. Car ce n'est qu'en résolvant ce problème que les financements pourraient être approuvés. Et les négociations avec les coûteuses corporations et guildes étaient notoirement difficiles. Ukan prit une gorgée de son café, pensant généralement qu'il voulait vraiment soutirer de l'argent au maire, en échange d'une compensation décente. Mais lorsque le maire apprit que sur le papier, Ukan était encore classé comme un nouveau venu, il parut plutôt fier. Cette réaction laissa Ukan vraiment perplexe. Je n'arrivais pas à comprendre comment la situation avait soudainement pris cette tournure. Il s'est avéré qu'Inchon était l'une des régions clés du PIH. Et grâce aux infrastructures aéroportuaires de classe mondiale, d'immenses réseaux logistiques y transitaient chaque jour. De plus, l'initiative de la zone économique franche avait transformé des endroits comme Songdo et Shanghai en hubs internationaux, attirant tellement d'investisseurs étrangers que le choix était devenu difficile. Avec d'énormes capitaux circulant dans la zone métropolitaine d'Inchon et les marchandises transportées via l'aéroport, tout indiquait que le parcours de Ukan en tant que chasseur serait exceptionnellement facile. Presque comme si son chemin vers le succès était tout tracé.
À ce moment-là, Ucan l'interrompit. Voulant d'abord clarifier une chose, si vous offrez un soutien de cette ampleur, je suppose que vous attendez quelque chose en retour. Par exemple, aider un maire dont la cote de popularité est en baisse à assurer sa réélection. Le maire se racla la gorge et esquissa un sourire en coin. Vous êtes vraiment bien informé. De nos jours, avec les smartphones, rien ne reste secret. Ucan avait simplement cherché en ligne. Le mandat du maire devait se terminer au début de l'année prochaine et, à en juger par la situation actuelle, le consensus général était que ses chances de réélection étaient minces. Une goutte de sueur perla sur la tempe du président. Vous êtes vraiment direct, dit-il, mais au cours de ce processus, l'approbation de la municipalité d'Inchon ne serait-elle pas requise, contrairement aux annonces publiques? En tant que nouveau venu, Ucan avait en effet besoin de la permission du maire pour entrer et, si la situation était bien gérée, le maire pourrait facilement se mettre en avant. Comme celui qui a découvert un chasseur de génie, intégrant Ucan à son propre récit. Et même s'attribuer le mérite de l'exploit. Le maire poursuivit en expliquant que grâce aux infrastructures qu'il avait mentionnées plus tôt, il entretenait des liens étroits avec de nombreuses entreprises nationales et internationales. Posant une main sur un paquet de café sur la table, il donna un exemple. Le contrat de sponsoring de cette marque était sur le point d'expirer. Et le visage de Ucan pourrait facilement être imprimé sur l'emballage. Et c'était loin d'être la seule opportunité sur la table à ce moment-là. Ucan l'interrompit, son ton calme et tranchant, je dois avoir l'air bien facile à acheter à vos yeux. N'est-ce pas? L'expression du maire se figea instantanément, clairement pris au dépourvu. Ucan avait suivi l'actualité ces derniers temps, et ce monde semblait désespérément en quête d'un nouveau visage. Quelqu'un qui pourrait dissiper la morosité ambiante. Son regard se durcit alors qu'il continuait. Vous n'arrêtez pas de dire que vous pouvez tout me donner. Mais ce sont des choses que j'obtiendrai par moi-même de toute façon. Ne trouvez-vous pas ça injuste? Le maire fit des propositions supplémentaires. Comme le fait d'attribuer sélectivement les missions les plus lucratives. Mais pour Ucan, cette idée était d'un ennui mortel. Il fit un geste dédaigneux de la main et s'apprêta à partir, demandant au maire de transmettre ses félicitations à l'égérie actuelle de la marque de café. Après tout, grâce au refus de Ucan, cette mannequin pourrait continuer à représenter la marque. Pendant ce temps, ailleurs, sous un pont, deux hommes se tenaient dans l'ombre. L'un d'eux parla à voix basse, on dirait que l'expérience de l'île de l'Est a échoué. L'homme agenouillé au sol ne pouvait que s'excuser platement. Bien qu'il ait ajouté qu'il y avait au moins une bonne nouvelle. Au mot « bonne nouvelle », l'homme debout montra immédiatement de l'intérêt. La soi-disant bonne nouvelle était un clip conservé par l'association, provenant de l'examen de qualification des chasseurs, montrant clairement qui pouvait utiliser la flamme du paradoxe. En regardant la vidéo, l'homme sourit lentement. Ce novice a vraiment laissé une forte impression.